Salutations, chers joueurs. Je suis ici pour vous donner des astuces afin d'avancer dans le jeu Inscription. Mais pour rendre ça plus énergique, je vais demander à Royal de faire la présentation. Salutations, Moussaillon, c'est moi qui vais vous présenter les astuces pour bien débuter notre aventure. On démarre avec l'acte 1, qui consiste à vaincre ce brigand de Léchi. Sachez que si vous perdez vos premières batailles, c'est parfaitement scénaristique. Pas d'inquiétude, petit citron. Au départ, la première défaite, c'est réintroduire le chandelier. C'est là que vous aurez l'occasion de débloquer plein d'éléments qui pourront vous aider par la suite. Par conséquent, je vais vous parler de tout ce qu'il y a à faire dans la cabane. Pour commencer, vous trouverez la combinaison du coffre dans le livre des règles. Ainsi, vous aurez accès à un tas de viande. C'est vraiment un gros tas de merde. Celui-ci n'évoluera qu'après votre mort ou la défaite de Léchi. Il y a à côté un tableau qui se modifie à chacune de vos morts. C'est un objectif secondaire très compliqué, car il consiste à mettre les cartes montrées dans les mêmes emplacements que le tableau, vous obligeant à les prendre quand vous pouvez, et plier pour les poser en même temps et gagner le combat. Mais c'est impossible! Je vous dis, c'est très compliqué, donc ne cachez pas votre partie si la combinaison est trop compliquée à faire, Moussaillon. La première combinaison vous débloque un trèfle à 4 feuilles, permettant de lancer une fois le choix de carte monstre. Ce n'est qu'une fois mort ou vaincu Léchi qu'un nouveau tableau apparaîtra pour débloquer une vie supplémentaire. Le dernier tableau débloque les abeilles à la place des écureuils, ce qui rend le deck de base plus offensif, vu qu'il désormais vous pouvez faire des dégâts en volant sans sacrifice. Cependant, il y a moult bonus plus simples à obtenir. L'un d'eux est l'anneau du coucou qui vous servira pour le combat final. Celui-ci s'obtient en mettant l'horloge à 11 heures. Ensuite, vous pouvez aussi voler les dents du clan au fond de la cabane pour les utiliser avec le vendeur de fourrure. Attention, vous devez refaire la manip à chaque fois que vous êtes mort. Ne vous inquiétez pas, c'est le clan de mon collègue Casey. Il n'est pas rancunier. D'ailleurs, juste à côté, il y a les bougies. Éteignez la flamme des bougies plusieurs fois pour améliorer la carte fumée qui deviendra beaucoup plus puissante. Les cartes fumées s'obtiennent uniquement dans les combats de boss, quand vous avez des vies supplémentaires. Ça compense le fait que vous n'avez pas de seconde chance face au boss. Pour le moment, c'est tout ce que vous pourrez faire dans la cabane, la première partie. De toute façon, vous avez peu de chances de victoire dès le premier coup, petit citron. Mais sachez qu'après votre mort ou victoire, le scénario avancera, car la punaise aura mangé la viande du coffre, et donc vous la débloquerez en plus d'une clé. Elle déverrouille une armoire à énigmes. Je reconnais que ce sera difficile si vous êtes nul en maths, ou du mal à comprendre la mécanique des emblèmes. Mais si vous réussissez, vous vous sentirez plus malin. J'ai un gros cerveau! Voici les solutions pour préserver votre pauvre matière grise si vous galérez. Grâce à ça, vous obtiendrez la carte lézard, puis les cartes fourmis, dont tout le principe du deck est d'en avoir le plus possible sur le terrain pour qu'elles deviennent plus puissantes. Donc, mettez l'emblème de la reine fourmi sur une carte immortelle ou ce qui se multiplie. Une fois ces deux casse-têtes résolus, vous débloquerez ainsi la deuxième partie des énigmes. Avec la première énigme, vous obtiendrez le loup en cage. Et le dernier, la tête d'écureuil. Ce qui n'est utile que pour les événements avec la sculptrice de bois, pour faire un totem qui n'affecte que les cartes écureuil. Mais on en parlera plus tard. Ne brûlons pas les étapes, Moussaillon. Il y a un trophée qui consiste à faire des dégâts avec un écureuil. Le totem peut être utile, mais je conseille plutôt d'utiliser une créature avec cet emblème pour que les écureuils accomplissent cet exploit. Sachez que pour avancer dans le scénario, il vous faudra détruire la carte loup en cage. Peu importe la manière. Celle-ci se transformera en loup, mais surtout, elle détruira la cage de la statue de loup de la cabane. Posez ainsi cette statue sur la balance pour obtenir la dague spectrale, qui remplacera un de vos objets, et vous sera imposée à chaque retour à la vie, tant que vous n'aurez pas accompli la mission scénaristique. Celle-ci vous crevera un œil en infligeant 4 de dégâts à l'adversaire. Cependant, le but est que Léchi vous propose un nouvel œil, et non de devenir un pirate, même si c'est cool d'être un pirate. Bref, si vous n'êtes pas assez mort, le jeu ne vous proposera pas l'œil de Magnificus. Mais truc amusant, c'est que si vous choisissez cet œil chelou, vous aurez des hallucinations, changeant l'apparence de certaines cartes. Chacun ses fétiches, je ne juge pas. Bref, si vous êtes assez mort, alors vous pourrez prendre l'œil de Magnificus. Grâce à lui, vous obtiendrez l'accès au coucou scénaristique où se trouve Magnificus et la pellicule. Désormais, pour finir votre aventure, il ne vous reste plus qu'à gagner.
Pour cela, vous devrez avancer sur la carte de l'échi en passant ces terribles adversaires. Au départ, il vous forcera à faire certains événements pour apprendre leur mécanique. Puis après, il vous laissera choisir le sentier avec les mécaniques qui vous intéressent le plus et séparer entre eux par des combats. Les crânes enflammés sont des combats avec des totems. Ils peuvent vous tuer si vous n'êtes pas bien équipé. Donc réfléchissez bien avant d'y aller pour atteindre un itinéraire qui vous plaît. Je vais vous raconter mes astuces pour chacun des événements. Grâce à mes expériences de violon de mer, je connais plein d'erreurs à éviter et ainsi vous serez mieux préparé face au boss. Vous débuterez souvent avec des événements de choix de cartes pour agrandir vos decks, ce qui est très important car sachez que si vous n'avez plus de pioche du tout, va apparaître du côté adverse des cartes de famine à chaque tour de plus en plus puissantes et vous ne pouvez pas les attaquer. Donc c'est souvent la mort assurée. Mais pas d'inquiétude, c'est très rare que ça arrive. Il faut juste ne pas avoir trop de cartes, car vous risquez de piocher des cartes inutiles, mais pas non plus trop peu, car si le combat s'éternise et que vous avez perdu trop de vos monstres, c'est la famine assurée. Maintenant que la mise en garde est faite, je vais vous présenter les différents événements de choix de cartes pour décider lesquels vous intéressent le plus pour constituer votre équipage. Le choix de cartes aléatoire. 3 monstres classiques vous seront proposés. Le choix de cartes à coup. 3 cartes monstres qui vous seront proposées en fonction du coup que vous allez choisir. Je conseillerais ceux avec des os quand vous aurez débloqué cette mécanique, car ils sont généralement de bons emblèmes. Sinon, choisissez ceux avec peu de sacrifices, car les gros sacrifices peuvent vous handicaper au début du jeu. Le choix de cartes de tribu, vous devrez choisir quel monstre avoir en fonction de sa tribu. Il est aléatoire. Choisissez la tribu qui vous intéresse le plus. Généralement, je choisis souvent les petits loups canidés, mais là, c'est purement des goûts personnel, moussaillon. Le choix des cartes de mort. Après être mort 5 fois, vous choisirez parmi 3 cartes de mort, souvent très puissantes, mais surtout variées. L'épreuve de la bête est un événement très risqué, car il propose des cartes extrêmement puissantes. C'est une épreuve aléatoire parmi 3 choix. Regardez bien vos decks, car cela déterminera quelle est l'épreuve qui vous arrange le mieux. Moi, je choisis presque tout le temps celle d'avoir plus de 3 emblèmes dans l'ensemble des 3 cartes aléatoires choisies, car mon deck est souvent saturé d'emblèmes. L'hôtel sacrificiel est un événement à éviter, car il vous oblige à détruire une carte de votre deck. En échange, vous obtenez une bénédiction du Seigneur des eaux, c'est-à-dire un os en début de combat. Si vous sacrifiez une fourrure, il ne vous donnera rien du tout. Mais si vous lui donnez une carte chef sacrificielle, il vous donnera une bénédiction de 8 os en début de partie. Donc, ouais, ça s'annonce bien. La pierre mystérieuse est l'événement que vous devez faire le plus possible, car il sacrifie une carte pour donner son emblème et ainsi créer des cartes extrêmement puissantes. C'est cet événement qui permettra de réduire votre deck tout en le rendant plus puissant. Je pourrais faire la liste des meilleures combinaisons, mais... On n'a pas le temps! Attention, vous ne pouvez pas améliorer une carte qui l'a déjà été. Et par pitié, ne gâchez pas cet événement en mettant un emblème sur une fourrure, petit citron. C'est inutile. Et si vous n'avez aucune carte intéressante à sacrifier pour l'emblème, esquivez l'emblèmement. Le sac à dos vous sera très utile pour recharger vos objets après un combat. Les plus puissants sont toujours le ciseau pour détruire de trop puissantes cartes et le sablier pour passer les tours adverses. Le reste est très optionnel dans le mode histoire classique. Priorisez ces 2 objets. Ou écureuil, il n'y en a pas. Mais le plus intéressant avec cet événement, c'est que si vous avez 3 objets et que vous revenez, il vous donnera une carte du rat. Et son emblème est extrêmement utile, car s'il est invoqué, ça vous donne un objet, si évidemment il y a de la place. Donc si vous êtes malin, mettez-le sur une carte immortelle ou qui se duplique. La première fois, l'échi vous imposera de croiser la route du trappeur et de la venteuse. Le trappeur vous offrira toujours une fourrure. Celle-ci vous handicapera lors de vos matchs, car elle vous fait perdre une chance d'avoir un bon monstre, et elles ne sont pas sacrifiables, et donc vont vous bloquer un emplacement. C'est le seul endroit où serviront vos dents que vous obtiendrez grâce au crâne ou en faisant trop de dégâts à l'adversaire. Donc si vous avez vraiment beaucoup de dents, à la limite, achetez des fourrures supérieures. Ça bloquera des dégâts, mais débarrassez-vous le plus vite chez une vendeuse, qui vous échangera des fourrures classiques contre des cartes classiques. Les fourrures de loup contre des cartes à emblème amélioré, et les fourrures supérieures contre des cartes rares. D'ailleurs, si vous fusionnez 2 fourrures identiques avec le mycologue, Excellent! elle vous échangera cette catégorie de cartes contre des versions fusionnées aussi. Excellent! Mais évitez très fort le trappeur pour ne pas vous obliger à aller voir la vendeuse, qui, si vous n'avez pas de fourrure, vous donnera juste des dents. Évitez de croiser leur route pour avoir des événements plus intéressants.
Parmi d'autres événements, il y a le Mycologue, qui n'est utile uniquement si vous avez des doubles, car il les fusionne en une seule. Le plus intéressant étant d'avoir deux créatures avec des emblèmes améliorés différents, pour en faire une carte Chica améliorée, avec masse d'emblèmes. Oui, elle ne ressemble plus à rien, mais ça c'est un membre d'équipage qui pète des bateaux à lui tout seul. Il y a même un trophée qui consiste à fusionner une créature qui a déjà été fusionnée. La sculptrice de bois est un événement à éviter, car il n'est utile que si vous y retournez minimum 2 fois dessus. Donc, n'y allez que si ça vous évite un événement qui vous pénaliserait plus. Elle vous proposera des têtes et des emblèmes. Pour compléter un thème, par conséquent, il vous faudra y retourner pour récupérer le morceau manquant. Regardez bien l'effet de l'emblème, car c'est lui le plus important. Il sera appliqué à toutes les créatures auxquelles vous avez choisi la tête. Celle-ci représente une famille de créatures affichées sur le coin de vos cartes. Si vous n'avez pas de totem complet, ce n'est pas grave. Cette babiole ne vous sauvera pas si vous avez un mauvais jeu. Le feu de camp permet d'améliorer l'attaque ou la vie d'une carte obligatoirement une fois. Puis, après quelques morts, vous pourrez la booster plusieurs fois au risque de perdre votre carte. Mais si vous mettez une créature empoisonnée, la prochaine fois que vous y retournez au feu de camp, ils sont tous morts, et donc vous pourrez améliorer vos cartes 4 fois d'affilée. Hélas, dans le Casey mode, ce n'est que 2 fois. Pour finir, le mineur est un événement très large, accessible après avoir vaincu celui-ci. Une fois, évidemment. Vous ne le croiserez plus après l'avoir vaincu. Je vous conseille de l'éviter, car soit il vous donne des fourrures supérieures qui vous handicapent, soit un insecte à l'emblème amélioré. C'est purement aléatoire, par conséquent, dur de savoir si vous aurez une bonne carte avec. Voilà. Désormais, vous savez quel itinéraire pourra être le mieux équipé possible. Mais je n'ai pas parlé des combats. Eh bien, je n'ai pas vraiment de conseils, moussaillon. Les cartes agissent toujours de gauche à droite. Par conséquent, cela permet d'anticiper les futures attaques et coins défendre. On voit les coups d'avance de l'échi et donc anticiper les futures attaques. Parfois, il vaut mieux bloquer une attaque forte avec un écueil plutôt que de prendre trop de dégâts. Hé, un gros méchant! J'en ai rien à foutre, hein. Cependant, ne gâchez pas trop vos cartes pour encaisser des coups. Il vaut mieux prendre un peu de dégâts pour en infliger plus. Calculez bien les dégâts que vous allez infliger et ce que vous allez subir pour avoir une marge d'erreur. La meilleure défense, c'est l'attaque. Vous arrivez à faire le plus de dégâts que l'adversaire, les chiens ont tendance à abandonner. Après, à vous de voir si vous insistez pour une pauvre malheureuse dent en or, pas utile si vous esquivez le trappeur. Regardez bien l'emblème des cartes adverses qui arrivent pour ne pas être surpris lorsqu'elles feront face à vos cartes. Genre, la vipère tue n'importe quoi en face d'elle. Il est préférable de rien mettre devant et poser une carte pour la tuer ensuite. Les objets sont souvent là pour sortir de situations seulement désespérées. Les plus utiles sont évidemment le ciseau et le sablier. Mais l'opossum peut être très bon aussi, car il sert de bouclier et une fois détruit, il libère un opossum à sacrifier. La chèvre peut servir pour invoquer de grosses créatures rapidement, mais c'est risqué, car elle demande un sacrifice de base. Si vous perdez malgré tout, réfléchissez bien à vos cartes de mort. Faites en sorte qu'elles soient les plus puissantes à invoquer possible. Mais surtout, pensez à l'emblème, moussaillon. Les emblèmes font tout le cœur du jeu, sacrebleu. Petite astuce entre pirates, c'est de la triche, mais si vous êtes sur le point de perdre, quittez le jeu et revenez. Ainsi vous recommencerez le combat avec exactement la même main et pioche. Et donc vous pourrez refaire votre stratégie et corriger l'erreur que vous avez faite. Et vous rendre compte de si c'était juste un mauvais placement de carte ou juste votre deck qui est nul. Tu triches? Oui, mais j'ai le droit. Tant de temps sauvé en recommençant juste un combat dont j'avais fait une erreur bête que j'ai pu corriger. Ce n'est pas une solution miracle. Donc, déjà que c'est pas très glorieux, évitez de trop abuser de la technique. Si vous n'y arrivez vraiment pas et que votre deck est vraiment nul et donc que vous avez mal construit votre deck en choisissant les événements. Et ouais, c'est pour ça que je vous fais chier à vous en parler. Maintenant, il est temps de parler des boss. Ce sont des combats dont vous n'avez pas de marge d'erreur. Si vous avez réussi à garder une vie, alors elle deviendra une carte fumée. Très utile car c'est un sacrifice qui génère des os. Commençons par le premier corsaire. Le chercheur d'or. La première phase consiste à tuer sa moule pour se faire un stock de cartes, tout en utilisant le moins possible ses meilleures, car sinon elles seront tuées en début de deuxième phase sous forme de pépites d'or. Et hélas, elles ne vous protégeront qu'un tour. Donc vraiment, n'utilisez pas vos meilleures cartes dès le début. C'est tout ce qu'il y a à dire.
Pour ce qui est du pêcheur, celui-ci va vouloir vous voler la dernière carte posée. C'est extrêmement simple de passer le problème de cette première phase. Juste, mettez un écureuil en fin de tour pour qu'il la vole. Mettez-le devant une des cartes oiseaux, ainsi ça bloquera un de ses emplacements en plus. Par contre, faites en sorte que la fin de la première phase, il y ait le moins de cartes possible, car elle mettra un seau de poisson devant. Il ne faut pas les attaquer, sinon ils vous invoqueront des requins extrêmement puissants et durs à éliminer. Il vaut mieux sacrifier des créatures en face des seaux pour invoquer des créatures ailleurs afin de ralentir l'arrivée des requins. D'ailleurs, si vous avez atteint la deuxième phase de ce boss, dans votre première partie, c'est des grizzlies qui apparaîtront. Maintenant, ça va chier. Mais je suis dans la merde! Et donc, soit vous mourrez scénaristiquement, soit vous forcez avec des objets, car clairement, il n'y a que ça qui vous aidera à passer ce mur en scénarium par un d'eau douce. Et ce sera comme ça pour la deuxième phase du prochain boss si vous y allez trop vite. Sachez, petit citron, qu'une fois vaincu, vous obtiendrez son crochet à usage unique à chaque nouvelle vie, et c'est durant la première phase que vous pourrez obtenir le trophée de reprendre une carte que le pêcheur vous a pris. Ensuite, vous arrivez au trappeur. La première phase a plusieurs approches, car il y a des grenouilles mécaniques qui bloquent tout type d'attaque, pour qu'une fois mortes, elles se transforment en pièges. Les pièges tuent instantanément ceux qui les attaquent, et transforment en fourrure. La stratégie la moins risquée est de sacrifier des cartes faibles sur les pièges pour avoir le plus de fourrure possible, car la deuxième phase ne vous donne qu'une fourrure. Et c'est avec ça que vous pourrez littéralement vider son terrain pour l'attaquer directement. Ou juste retirer les créatures les plus dangereuses. Une fois vaincu, vous arrivez directement à un choix avant d'affronter les chis. Évidemment, je dirais la pierre mystérieuse est conseillée uniquement si ça vous arrange. Sinon, c'est l'occasion de compléter un totem si vous avez de la chance. Par contre, les autres, je les trouve un peu inutiles. Bref, vous y voilà, petit citron. Vous êtes arrivé à l'antre du terrible, les chis. Vous pouvez gagner 2 bénédictions sur le chemin. La première est compliquée à avoir, donc regardez votre deck et priez pour avoir de la chance. Piochez une bonne carte parmi les 3. Mais la deuxième bénédiction est gagnée automatiquement si vous récupérez l'anneau du coucou, car l'épreuve de l'anneau y est liée. Ainsi, vous pourrez choisir une bénédiction. Et si elle est dans votre choix, prenez la bénédiction de la pie. C'est beaucoup plus utile que toutes les autres. Si elle n'y est pas, prenez la bénédiction de piocher 2 cartes. C'est moins bien, mais ça permet d'avoir plus de marge de manœuvre à chaque tour. Voilà, le moment est arrivé d'affronter les chis. Celui-ci vous balancera durant la première phase des grosses cartes, comme la déesse menthe et des hybrides. Je vous conseille de gagner un tour de répit en bloquant sa menthe. Il vous suffira d'attaquer l'homme taupe pour qu'il se place devant sa carte. Par contre, les chis va alterner tous les 2 tours entre le chercheur d'or, le pêcheur et la marchande. Par conséquent, il ne vaut mieux pas que le combat s'éternise. La chercheur d'or va détruire vos cartes très tôt, donc sacrifiez des cartes pour qu'elles encaissent les grosses attaques sous forme de pépites. Le but de la première phase est vraiment d'infliger des dégâts le plus vite possible. La deuxième sera un enchaînement de cartes de mort. Il vous faudra avoir de bonnes cartes, ou objets pour les contrer, car leurs combos peuvent être dévastateurs. Bref, une fois passé la deuxième phase, normalement ce devrait être plus simple de passer le dernier obstacle, car la rune fait peu de dégâts, et peut même être détruite d'un coup par le poison. C'est un combat d'usure. Vous devez le tuer avant qu'il ne tue votre dernier monstre. Et normalement, après moult persévérance, vous avez vaincu les chis. Et si vous avez la pellicule du coucou, vous allez donc pouvoir voguer vers la suite de l'histoire. Dans le cas contraire, il fera une carte victoire affichée sur sa porte. Sachez qu'on ne peut en accumuler que 10. Le jeu va faire des glitches en référence à l'acte 3. Plus vous allez gagner ou mourir, plus il va insister sur des indices de quel objet dans la cabane est à interagir pour obtenir la pellicule. Bon, par contre, il faut vraiment perdre minimum une fois pour voir l'œil de Magnificus avec la dague. Sinon, vous aurez juste une carte de mort avec un œil en moins. J'ai mal. Bref, vous avez désormais terminé l'acte 1. Désormais, vous allez enfin découvrir le jeu Inscription original, en faisant une nouvelle partie dans les menus. L'introduction vous demandera de choisir quel scribe remplacer, mais surtout, cela veut dire avec quel deck vous allez démarrer. En effet, matelot, vous devez choisir avec quel deck vous allez naviguer au départ, car ensuite, avec le temps, vous pourrez le modifier. Le deck de Leshy est le deck classique à base de sacrifice. Le deck de Grimoire est un deck basé sur les eaux générées par les
cartes par leur emblème et leur destruction. Mais sachez que vous avez accès à un marteau pour détruire vos propres cartes désormais, et donc générer des os plus vite. Le deck de Magnificus est l'un des plus compliqués, car il est basé sur les gemmes. Certaines cartes ne pouvant attaquer ou activer leurs effets, même être invoquées qu'en fonction des gemmes sur le terrain. Vous devez sécuriser vos gemmes pour invoquer de puissantes créatures liées à celles-ci. C'est l'un des plus stratégiques et complexes. Le deck de GO3 est basé sur les batteries. Celles-ci augmentent à chaque tour pour poser de puissantes créatures. Mais il faut survivre d'ici là. Tout repose sur votre capacité à générer vite des batteries tout en résistant le temps d'en avoir plus et riposter rapidement. J'ai pas vraiment de stratégie particulière car tout dépendra de quel script vous choisissez au début. Mais de toute façon, vous modifierez beaucoup votre deck au départ pour faire face à vos adversaires. Mais pas d'inquiétude car dans l'acte 2, vous pouvez perdre autant de fois que vous voulez un combat et donc vous adapter en rajoutant des cartes d'autres scribbles par exemple. Au départ, les accès seront limités, Moussaillon. La navigation sera restreinte au territoire de Leshy et Grimora. Il faudra les vaincre tous les deux pour passer à la suite. Sur la terre de Leshy, vous devrez discuter avec lui pour obtenir son appareil photo dans la cabane. Il y a un nouveau casse-tête pour débloquer un booster, donc voilà la solution. Puis le coffre dont la combinaison est la même que dans l'acte 1. Mais pas d'inquiétude, petit citron, le chien a noté une partie de la combinaison, ce qui permet de récupérer la viande pour le chien du chercheur. Prenez une photo de celui-ci et il acceptera de vous affronter une fois que votre deck sera prêt. Ainsi vaincu, vous irez jusqu'à la prochaine zone et prendrez une photo des poissons pour attraper le requin et le photographier à son tour. C'est dans cette zone qu'on retrouve une image de Casey, la créatrice du jeu. Mais on s'en fiche, matelot. On a une photo pour le pêcheur. Vous devrez le battre pour accéder à la clairière. Et si vous pousserez un piège à l'eau sur le chemin du lièvre, afin qu'il vous fuit et tombe dedans. Le décès. La mort. Tout ce qui reste dans cette zone ensuite sera la zone de la sculptrice de bois pour un peu plus de lore sur le jeu. Désormais, vous serez obligé d'affronter le trappeur avant d'avoir un nouveau accès à la marchande. Ce combat est difficile, mais après avoir vaincu ce flibustier, vous pourrez enfin confronter le terrible Leshy à nouveau. La première phase est importante, car il fera des photos de vos créatures tuées et détruites pour créer des cartes dans la phase 2. Donc, dans cet ordre-là, le coup d'invocation, l'attaque, la vie et l'emblème. Par conséquent, faites en sorte que la première carte détruite soit un écureuil. Va citer votre deuxième phase. Celui-ci, en deuxième partie de combat, vous donnera des cartes faites à partir de vos cartes mortes. Si vous le battez trop vite, il vous donnera des cartes de mort improvisées qui vous handicaperont plus qu'autre chose. Tout dépend des cartes morts que vous aurez en votre position. Donc la facilité de passer cette phase dépendra des cartes morts qu'il vous donnera. Mais en vérité, je dis ça, mais si vous avez réussi à créer un bon deck, vous y arriverez à passer malgré tout, petit citron. Une fois vaincu, allez dans cette zone pour récupérer le trèfle à 4 feuilles pour relancer votre main en début de combat et récupérer les cartes de poisson ainsi qu'un tentacule pour plus tard. Il est temps de voguer vers le territoire de Grimora, ma déesse des mers. Celle-ci vous demandera d'affronter ces 3 sbires pour obtenir les fragments de la pierre tombale pour avoir accès à elle. La goule de Casey débloquera l'accès du puits pour obtenir la carte du noyé. La goule de Sawyer débloquera l'accès de la tombe du Seigneur des Eaux. Et moi, le sublime Royal, je débloque l'accès de l'éditeur de personnages afin de changer d'apparence. C'est classe, n'est-ce pas? Une fois vaincu, mettez les 3 pierres tombales dans cet ordre-là pour faire face à Grimora. Je vous dirais de tuer sa Banshee et de mettre une carte offensive pour bloquer le sarcophage avec le chien pour gagner du temps, car c'est assez galère de détruire le seigneur momie. Durant la phase 2, Grimora tuera toutes vos cartes et les remplacera par des zombies qui vous serviront de chair à canon pour tanker les grosses attaques. Mais n'oubliez pas qu'elles gardent leurs emblèmes, qui peut être très utile malgré leur faiblesse. Une fois vaincu, mademoiselle, le mycologue apparaîtra à l'extérieur. Il vous demandera des doubles de cartes pour ses expériences. Hélas, pour avoir des doubles, il vous faut beaucoup d'achats. Et vous risquez d'avoir trop peu d'argent au début. C'est pour cela qu'il vous faut aller à la tour de Magnificus pour débloquer moult quêtes secondaires et richesses. Dans cette tour, il y a encore des énigmes. Cette fois-ci pour affronter les disciples de Magnificus et avancer
Ici, il y a un morceau de l'or, et là, un monocle pour voir les messages secrets, et donc les emblèmes pour le pilier. Je pourrais vous dire que c'est simple, mais trêve de perte de temps, moussaillon. Nous devons naviguer plus vite. Alors, voici la combinaison du premier pilier. Clan, L, Cran. Une fois vaincu, vous aurez accès au deuxième étage, et surtout au mannequin. Vous pourrez tabasser le mannequin autant que vous voulez pour lui soutirer une infinité d'argent. Et un des trophées consiste à infliger 666 dégâts, ce qui peut être extrêmement long si vous croyez que c'était avec l'Ouroboros comme moi. Car non, en vérité, c'est beaucoup plus rapide que ça. Il suffit de faire cette combinaison de cartes pour avoir une montagne d'os, pour transformer ce tas d'os en une créature aussi terrible que Nito de Dark Souls, et accessoirement de gagner une fortune inimaginable. Ainsi, vous pourrez acheter des cartes chez les marchands des 4 coins du royaume, celui de l'Ishi à Ouroboros, celui-ci aura Ouroboros. C'est très utile car vous pouvez le tuer à coups de marteau pour gagner du temps sur sa montée en puissance, et donc le rendre puissant rapidement et sans combinaison de cartes. Achetez au marchand de Glémoa les 2 morceaux d'obol mystique pour qu'une fois les 2 posés lors d'un combat, elles fusionnent. Ainsi, vous aurez une offrande pour le Seigneur des Eaux. Cette terrible créature vous offrira une carte très utile pour la combinaison que je vous ai dit plus tôt, ainsi qu'un os qui génère des eaux en début de combat et une clé pour l'acte 3. Ensuite, achetez des cartes chez les marchands pour obtenir le trophée de collectionner toutes les cartes. Attention, certaines cartes ne sont que dans les boosters et une au sommet de la tour. Le livre de la collection est à côté du marchand de la tour de Magnificus pour voir ce qu'il vous manque. Une fois chargé de trésors, allez voir le mycologue. Ce curieux personnage fusionna certaines cartes en les rendant plus fortes. Et une fois toute cette demande faite, vous obtiendrez une clé pour l'acte 3 et la possibilité de refusionner les mêmes doubles si vous le voulez. Maintenant que les quêtes secondaires sont faites et que vous avez suffisamment humilié le mannequin, il n'y a pas de mots pour exprimer la douleur que je ressens en ce moment. Affrontez le deuxième mage de la salle en mettant le code suivant, le clan, bras et L. Ensuite, vous aurez accès au 3e étage. Trêve d'exploration pour la combinaison. Voici la solution. L, clan, pelle. Après avoir pourfendu le dernier disciple, vous pouvez désormais voguer vers le sommet de la tour, petit citron. Au fond du bureau, vous pourrez interagir avec un autre tentacule, vu plus tôt, et ainsi obtenir la carte du Kraken pour terminer la collection. Maintenant, il est temps d'exécuter ce vieux-là de Cal de Magnificus. Comme je l'ai dit plus tôt, le deck de Magnificus repose sur les gemmes. Par conséquent, ces cartes ne valent plus rien si vous les détruisez vite. La difficulté du combat repose sur le fait que les emblèmes de vos cartes sont modifiés, et donc vous allez devoir vous adapter en fonction de ces nouveaux emblèmes. Mais vous pourrez aussi compter sur la puissance brute de vos cartes cette fois. Celui-ci modifiera ses emblèmes durant la 2e phase. Mais si vous avez Ouroboros, celui-ci roulera dessus sans problème. La dernière destination vous tend les bras, l'usine de Geo3. Ici repose cette maudite boîte de conserve. Elle vous insultera, mais vous fouillerez ses coffres pour des boosters. Les solutions de ces énigmes sont celles-ci. De toute façon, l'usine entière est un concentré d'énigmes pour avancer de sbire en sbire. Et donc faire travailler vos méninges. Quoi ? Vous vous attendiez à ce que je développe, moussaillon, mais il n'y a plus de quêtes secondaires au trophée à obtenir. Même les boosters sont secondaires. Par conséquent, on fonce vers le dernier scribe. Le combat consiste à tester l'emplacement de vos cartes pour qu'elles ne se retournent pas contre vous, car à chaque tour, toutes les cartes se décalent vers la gauche. Et donc vos cartes peuvent aller du côté adverse, et inversement. Le danger de la phase 1 est de ne pas poser de trop grosses cartes, car en phase 2, il dupliquera votre plus puissante carte sur le terrain. Par contre, si une de vos cartes puissantes a été générée grâce à un bouton, celui-ci la dupliquera sans sa puissance, et donc vous pourrez lui louer dessus cher. Ainsi terrassé, le combat final vous attend pour le fondeur de Scribe. Vous allez pouvoir conclure l'acte 2 avec un affrontement scénaristique. Car le Geo3 forcera l'affrontement quoi qu'il arrive, et même si vous arrivez à le vaincre sans que l'archive ancienne donnée ne soit touchée ou qu'elle ne vous touche, celui-ci en mettra sur tous les emplacements du terrain en 2e phase, donc aucune chance d'y échapper. L'acte 3 est inévitable, petit citron.
Dans cette nouvelle partie, Geotra vous obligera à parcourir son jeu. Une version Souls-like de l'acte 2, car cette fois, si vous perdez un combat, vous retournez au précédent point de sauvegarde et vous devrez récupérer votre argent là où vous êtes mort. Je suis pas sûr de la métaphore, mais c'est ce qui se rapprochait le plus de ma connaissance vidéoludique. Cette fois, le deck basé sur les batteries vous est imposé et vous avez 5 colonnes, ou 3 si vous êtes sur un pont. La clé de la victoire est d'avoir un deck qui génère des batteries, car généralement, elles n'augmentent que de 1 par tour. De plus, vous ne pouvez pas dépasser 6 batteries une fois complète, à moins d'utiliser l'objet batterie qu'on reparlera plus tard. Il faut donc bien réfléchir au stock de batteries disponible et comment le remplir vite pour disposer de créatures puissantes rapidement. Chaque tour, vous aurez le choix entre un monstre ou un conteneur. Conseil de vieux loup de mer, ne piochez jamais de conteneur, car certes, ils ne coûtent qu'une batterie, mais ils ne vous serviront qu'à bloquer, là où un monstre sera toujours utile, surtout si vous avez bien construit votre deck. Un deck dont les cartes s'accumulent, et donc vous ne pourrez le vider qu'à de très rares occasions qu'il faudra saisir. Les combats ne valaient pas beaucoup, il n'y a que ceux des ponts qui vous resteraient à 3 emplacements. Si vous enchaînez les victoires, vous croiserez de la route de chasseurs de plumes durant vos combats classiques. Un trophée consiste à vaincre un chasseur de plumes à 3 étoiles, et donc ne quasiment jamais mourir. Si vous êtes un sournois petit pirate comme moi, vous pourrez réutiliser la technique que vous avez utilisée contre les chis, en quittant avant de perdre, afin de recommencer le combat sans aucune conséquence. Geo3 ne verra pas la supercherie. Ce sera très utile dans les affrontements de bombes qui vous obligent à faire 12 dégâts en temps limité. Mais d'ici là, vous devriez avoir récupéré de puissantes cartes. Les événements sont différents, car tous sur le thème des robots. Le modificateur d'habilité est un événement que vous pourrez croiser à l'infini dans la boutique, et quelquefois dans Botopie. La mécanique donne un emblème parmi 3 proposés, à une carte de votre choix. Donc, essayez de faire une bonne combinaison d'emblèmes. Vous ne pouvez pas en mettre plus de 4, donc ne gâchez pas la place d'une carte utile. Si le choix d'emblème n'est pas fou, au contraire, accumulez les emblèmes nuls sur une seule carte, qui vous servira de sacrifice pour un autre événement. L'événement de forme bestiale est très rare, donc réfléchissez bien à quelle carte choisir. Priorisez des cartes faibles que vous appréciez, et de préférence sous la forme de loup, pour qu'elles soient puissantes. L'overcharge augmente la puissance de votre carte de 1, mais si elle meurt, c'est définitif. Donc, n'overchargez pas des cartes utiles. Utilisez cet événement plutôt comme une occasion de vous débarrasser d'une carte. La chémification booste les statistiques d'une carte en fonction des gemmes sur le terrain. C'est un événement rare, donc là aussi, réfléchissez bien à quelle carte améliorer. Le choix de carte est évidemment pour agrandir votre deck. Libre à vous de choisir, mais n'accumulez pas trop de cartes, au risque de piocher que des mauvaises. Le recycleur est un événement qui vous donne des pièces, plus la carte est améliorée. N'y gâchez pas vos meilleures cartes dedans. Au contraire, utilisez-la pour vous débarrasser de vos cartes les plus inutiles et du surplus. L'échange de cartes vous oblige à échanger une carte parmi 3 pour le proposer. Encore une fois, c'est à vous de choisir, moussaillon. L'événement de fabrication de cartes est là où les cartes que vous avez améliorées à fond pour rien vont vous servir, car plus une carte sera boostée, plus elle vous rapportera de points pour créer une carte. Attention, vous ne pourrez en créer que 2 dans l'aventure, donc ne gâchez pas ces occasions de créer une grosse carte. Moi, je les utilise généralement pour des combinaisons d'emblèmes très utiles, mais qui utilisent beaucoup de points. Donc, libre à vous de vous en servir pour créer des puissantes cartes, à moindre coût aussi. Vous êtes libre de votre créativité, petit citron. En ce qui concerne les derniers événements spéciaux, il ne se passe qu'une fois la défaite d'un boss. Cela permet de mettre un emblème à vos conteneurs. Personnellement, je les rends très offensifs, mais vous pouvez vous en servir de rempart de défense. Personnellement, je n'en pioche jamais, donc forcément, ça ne m'est pas très utile. Ah, je viens de me rappeler un truc. Le marteau est toujours présent, si vous voulez détruire une de vos cartes qui vous handicape. Parlons maintenant des objets. Le premier sur votre route est la batterie. Elle recharge vos batteries durant le tour où elle est activée. Par conséquent, ne l'utilisez pas trop tôt, car par exemple, si vous n'aviez que 4 batteries maximum ce tour, elle ne rechargera pas plus. Les objets se rechargent qu'au point de sauvegarde, et font réapparaître les autres monstres de la zone, jusqu'à que vous ayez atteint le boss du territoire. Donc, réfléchissez bien quand vous les utilisez. Le deuxième objet est rapidement accessible une fois que vous serez capable de vous lever. C'est la télécommande de Madame Bombe. Je dirai comment la débloquer plus tard. Cet objet pose des bombes sur tous les emplacements vides et donc adverses.
ce qui rend inutile de les poser quand il n'y a rien en face. Sauf si vous avez le dernier objet, le champ de force, achetable dans le magasin. Il permet de mettre le champ de force qui tanque n'importe quel dégât une fois. Et donc, si vous cumulez Madame Bombe, ça vous fait un champ de bombes prêt à accueillir vos ennemis. Les bombes font 10 dégâts à tout ce qui les entoure, donc rien ne survit généralement face à eux. Voilà. Vous êtes au jus de toutes les nouvelles mécaniques de ce nouvel environnement, flibustier des Botopies. La première fois que vous pourrez vous lever, vous pourrez avoir accès au coucou dont la solution doit s'acheter très tard dans l'histoire. Mais histoire de vous faire gagner du temps et de l'argent, mettez le coucou à 4 heures pour récupérer l'Ouroboros de l'acte 2. J'espère pour vous que vous l'avez bien amélioré, car clairement ce sera votre plus puissante carte à ne pas gâcher, car elle peut vous permettre de gagner gros. Ensuite, il y a les 2 conteneurs, dont je vous donne la solution, car ce qu'elle contient est très utile pour avancer facilement dans l'aventure. Le premier contient l'objet Madame Bombe, et le deuxième est la carte du mage isolé de l'acte 2. Un membre d'équipage facile à invoquer et puissant, mais collant. Ensuite, allez résoudre les casse-têtes de l'usine pour ouvrir le pont. Je vous montrerai la solution, mais en vrai c'est assez simple. Ainsi, vous pourrez ouvrir ces coffres pour obtenir le pêcheur, un marin d'eau douce que j'apprécie malgré son efficacité douteuse. Bref, récupérez la batterie et ramenez-la à Géo3 pour continuer. La prochaine zone n'étant accessible qu'après avoir battu 2 boss. Dans ce carrefour se trouve le photographe en haut et en bas l'archiviste, mais aussi le mycologue. Mais n'y allez surtout pas maintenant, car vous allez vous faire défoncer. Je vous déconseille d'affronter les hyper-robots sans un bon deck, ce qui sera le cas avec toutes les améliorations puissantes sur le chemin du photographe. Normalement, vous devriez avoir assez de sous pour acheter le champ de force en magasin. Commençons par le photographe. La mécanique de prendre des photos ne sert littéralement à rien, car elle est purement scénaristique. Par contre, dès la première phase, il va vous envoyer une ligne de robots mortels. Si vous n'en bloquez aucun, vous êtes mort. La seule solution est la télécommande de Madame Bombe. Avec un champ de force acheté, c'est la technique la plus simple pour passer ce mur de la mort. La deuxième phase sera beaucoup plus violente, car des grosses cartes seront invoquées. Par conséquent, il vous faudra avoir de bonnes cartes pour tanker et les poster. J'ai pas vraiment de stratégie à donner. Je suis peut-être le capitaine, mais pas un grand stratège. Bref, on va passer directement au territoire de l'archiviste, car ici, on y trouve l'endroit où mettre la clé du Seigneur des Eaux. Rien de plus. Ensuite, récupérez la plume dans le puits afin de faire face à l'archiviste. Un boss très méta, car il faudra utiliser de gros fichiers sur votre ordinateur, d'au minimum 200 MO chacun pour l'abattre. Car la première phase t'oblige à tuer ces cartes, et donc aller chercher des fichiers volumineux, et seuls de gros dégâts de fichiers pourraient passer cette phase. La seconde consiste à choisir un de vos fichiers les plus anciens, et plus il est ancien, plus il est puissant. Un trophée consiste à faire tuer celle-ci, puis déplacer le fichier plutôt que de le détruire. Et évidemment gagner ensuite. Voilà, moussaillon, vous êtes à nouveau libre d'explorer le territoire pour récupérer des fourrures et fichiers de l'or dispersés sur la map depuis que l'archiviste est vaincu. Mais si vous continuez vers la gauche, vous serez obligé d'aller vers le sud pour déverrouiller une nouvelle mécanique, petit citron. Une fois levé, pour avancer, vous devrez à nouveau utiliser des casse-têtes. Ceux-ci sont plus farfelus et chiants. Donc, voilà les solutions. L'un d'eux demandant même d'être bon en maths. Donc, je vais vous épargner ces calculs mentaux. Pas si difficile quand on comprend le délire. Vous aurez aussi accès à un pilier de l'or. Les symboles sont cachés dans le jeu, mais pour vous épargner les recherches d'un élément optionnel, la solution est aile, crâne et flèche divisée. Voilà un peu de l'or, mais le plus important est le réservoir de gemmes, petit citron. Retournez voir JO3 pour continuer. Explorez les lieux et activez la tour radio afin de gravir la tour de l'hyper-robot. Cet hyper-robot sera compliqué en fonction de quel pouvoir vous allez lui donner. Moi, je lui donne 5 points de dégâts aléatoires par tour, car ça permet de tuer ses propres cartes. Et en deuxième phase, un dégât par tour. Car à ce niveau du jeu, normalement vous possédez de puissantes cartes pour passer ce problème. Donc à vous de voir avec quelles règles vous maîtriserez le mieux ce boss. Et puis, vous avez ma technique secrète si les choses se passent mal. Désormais, vous êtes assez fort pour affronter le mycologue, boss optionnel. La particularité de ce boss est que ces cartes convergent vers le centre pour fusionner en une grosse carte, donc évitez que cela arrive.
C'est le seul conseil que je pourrais vous donner. Ce combat vous permet de créer une puissante carte en fonction de ce que vous aurez placé sur le terrain à la fin de la première phase. Donc, lorsque vous êtes sur le point de gagner la première phase, réfléchissez bien au fait qu'elles vont fusionner en une seule et que vous allez la garder ensuite. Vous avez accès à la dernière zone Moussaillon. Le but est d'orienter les 4 tours radio vers le centre pour accéder à la zone finale du jeu. Une fois arrivé dans l'usine, vous pourrez déverrouiller l'accès de la marchande pour utiliser vos fourrures et obtenir du lore sur le jeu. Il y en a 5 cachés sur toute la carte. Je vous affiche leurs emplacements parce que je suis un pirate sympa. Je vous donne même les emplacements des 4 morceaux d'archives si le lore du jeu vous intéresse tellement. Oui, je suis une goule vraiment sympa. Bref, vous allez activer la dernière tour radio pour activer le dernier hyper robot. Cette mécanique repose sur l'internet. Si vous avez beaucoup d'amis, je vous préviens que vous allez vous faire défoncer. Non, c'est pas une blague. Le boss va vous submerger d'ennemis avec la tronche de vos amis, avec des statistiques aléatoires. Limite, c'est le boss le plus compliqué si vous êtes très populaire. Vous allez aussi recevoir une carte de joueur. Si vous n'avez pas de chance, ce sera de la merde. Et si vous n'avez pas internet, ce sera une momie. C'est correct comme compensation. Par contre, en deuxième phase, le boss vous demandera de créer une carte. Et si vous n'avez pas internet, vous pourrez la garder. Et ça, c'est cool. Soyez imaginatif pour ce combat final, car une fois terminé, ce sera terminé. Giotra vous demandera de vous lever une dernière fois pour résoudre un dernier casse-tête, et ainsi voguer vers la fin de l'histoire. On n'est pas là pour narrer les événements qui vont suivre, car il y a un narratif pour ça. Pour résumer, de toute façon, tout ce qui va suivre est scénaristique. Vous ne pouvez pas perdre. À la limite, Grimora vous forcera un peu à recommencer, mais tout le reste, vous ne pouvez pas perdre. Sans déconner, si vous perdez contre le Lichier Magnificus, c'est que vous avez pété le jeu. Et là, je ne peux vraiment rien faire pour vous, petit citron. Bref, vous pensez que c'est fini et que je n'ai plus rien à dire. Mais vous oubliez le Caissimo de Flibustier d'Inscription, l'ultime épreuve après le mode histoire. Ici, vous aurez 12 niveaux de difficulté. Pour passer au suivant, vous devrez remplir au minimum la jauge de score demandée avec des challenges et gagner la partie. Des challenges plus intenses seront débloqués à mesure que vous passez les niveaux de difficulté. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire pour atteindre la difficulté maximum, sauf si vous voulez obtenir le trophée de finir avec toutes les difficultés activées. Pour cela, vous devrez maîtriser les mécaniques du jeu sur le bout des doigts. Et je suis là pour vous faciliter la tâche. Pour commencer, rappelez-vous de tout ce que je vous ai dit dans l'acte 1, car peu de choses vont bouger. Je vais juste vous dire ce qui va changer, petit citron. Tu me prends pour quoi? Un perroquet? Ce serait un comble pour un pirate tel que moi. Vous aurez le choix de votre deck au départ. Un trophée consiste à finir le jeu au moins une fois avec chaque deck, que vous allez déverrouiller avec les niveaux de difficulté. Je vous conseille celui avec la chèvre. Il est très pratique pour invoquer de grosses cartes rapidement et survivre au niveau de difficulté. À chaque début de partie, vous débuterez avec ces 3 cartes, et 2 à choisir avec la marchande, de façon aléatoire. Attention à ceux qui rage-quittent au milieu d'une partie. Le jeu vous punira de plus en plus en retirant des fourrures et infligeant des malus. Donc, il vaut mieux perdre en combat que de quitter de force Moussaillon. De toute façon, si vous perdez malgré ma technique secrète, c'est que vous avez fait de très mauvais choix de cartes et d'événements. Alors, assumez-le. Certaines améliorations de la cabane ne sont plus disponibles. Que ce soit les bénédictions, l'attaque spectrale, la fumée améliorée, ou bien la tête de totem écureuil. Évidemment, il fallait bien que ce mode soit un minimum équilibré cette fois. C'est pour ça que les seules cartes de mort sont avec les chi. Bref, les seules modifications au niveau des événements sont les boss, qui pourront être dans les désordres, et donc certains plus forts que leur forme de base. Le feu de camp ne peut améliorer que 2 fois maximum, et vous pourrez acheter le couteau du trappeur si vous avez de la place. Celui-ci permet de tuer une créature ennemie et de gagner sa fourrure. C'est comme une sorte de ciseau amélioré. Mais il y a un nouvel événement à ajouter à ce mode, celui du disciple de Magnificus. Il pourra dupliquer une de vos cartes. Attention, certaines statistiques de force, de vie ou même un emblème peuvent changer. Mais cet événement est très utile si vous voulez 2 versions d'une carte utile, ou dupliquer pour la refusionner avec le mycologue, pour la rendre encore plus puissante. Évidemment, il y a des trophées que vous débloquez au cours de votre partie, sans rien faire de particulier. Par contre, l'un d'eux est lié au miroir, car cette fois, il débloquera de nouveaux objets. La mécanique de déblocage reste la même que dans l'acte 1. Mais je vais vous dire ce que vous pourriez obtenir si vous accomplissez cela. Vous allez débloquer la boussole pour décaler toutes les cartes sur la gauche, ce qui peut être utile pour donner un malus à l'ennemi ou voler une de ses cartes sur le côté. La peinture efface les emblèmes, ce qui peut être très utile contre des combats de totem, mais surtout contre la rune de l'échi, car elle est désormais sans défense ni attaque, et va vous faciliter la tâche pour
pour le Tofé de vaincre les Chi sans détruire la Lune. Et pour finir, la loupe, ce qui permet de chercher une carte dans son jeu. Ce sont des objets qui seront ensuite proposés dans les événements de sac à dos et ils sont plutôt puissants. Au niveau des cartes, sachez qu'intervenant les niveaux de difficulté, vous débloquerez des cartes uniques au mode, et donc de nouveaux emblèmes liés à eux, et franchement cool. Mais surtout, des cartes à évolution spéciale. L'une de ces cartes se fait passer pour un homme taupe lorsqu'on la débloque à la fin du niveau de difficulté. Mais en vérité, si vous voyez dans votre choix de cartes un monstre avec des yeux rouges, prenez-le. C'est un démon polymorphe qui va changer d'apparence dans votre deck à chaque fois. Mais une fois posé sur le terrain, il prend sa véritable apparence. Et ne peut pas être attaqué par des cartes. Par contre, il est toujours sensible aux emblèmes et aux effets de boss. Donc attention, prenez-en soin. En ce qui concerne la carte œuf mystère, c'est ultra spécifique de les faire éclore. Donc ne vous faites pas chier à essayer. Mais voilà la démarche pour les plus déterminés à vouloir voir cet emblème éclore. Vous allez devoir avoir une créature de chaque tribu dans votre deck. Et des cartes avec des points d'attaque et de vie entre 1 et 5. Et c'est seulement à ces conditions dans votre deck que l'emblème transforma la carte en hydre. C'est puissant, mais trop galère à remplir les conditions pour valoir le coup. Clairement, je vous ai déjà donné tous mes conseils pour avancer dans l'acte 1. Les challenges vous forceront juste à adapter vos stratégies, genre passer le mur de Grizzly, vous n'aurez vraiment pas le choix de garder vos bons objets pour y faire face et avoir des cartes très puissantes vite. En ce qui concerne mon combat de boss, en vrai, je trouve que ce n'est pas si dur. Après toutes les épreuves que vous aurez surmontées, et puis, après tout, je vais vous laisser découvrir cette partie, Moussaillon. Le Grand Royal vous a donné d'innombrables astuces pour surmonter les épreuves d'Inscription. Et j'ai même donné ma botte secrète. Par conséquent, vous n'avez pas eu d'excuses pour confronter vos adversaires. Du courage et de la persévérance seront les dernières chances qui vous permettront de m'atteindre et me pourfendre. Je vous attends, malin d'eau douce. Et sur ce, je laisse les mots de la fin à ma sirène des 7 mers. Eh bien, félicitations à ceux qui ont tenu jusqu'au bout des interminables explications de mon ami royal. J'espère qu'elles vous auront été utiles. Et le plus important, c'est que vous vous amusiez. Bonne partie à tous. Et moi, je vous dis adieu.